cette fête médiévale que nous allons vous présenter une tradition ancestrale, celle de la fauconnerie. Les origines de la fauconnerie remontent à plus de 4000 ans. Elle a touché tous les continents et pratiquement toutes les civilisations. En France, elle a connu son apogée au Moyen-Âge, mais a bien failli disparaître lors de la Révolution française. Alors ce n'est seulement qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle a revu le jour grâce à quelques fauconniers passionnés et qu'elle a su s'adapter à une législation de protection des oiseaux. En effet, depuis les années 70, tous les rapaces sont protégés par la loi. Il est donc interdit de les capturer dans la nature, de les détenir sans autorisation. Et bien évidemment, il est complètement interdit de les tuer. Alors cette pratique a permis plus tard le dressage. Tu sais, les machins qu'on a mis, les panneaux qu'on a mis, c'était la nuit, elle m'a dit. Et vous en verrez lors de cette Elle m'a dit que c'était bien. Elle l'avait fait avec qui? En attendant, la première qui va nous rejoindre est une regarde, tu sais, elle rouvre le portail. Mais le portail, vous l'avez certainement déjà vu. Ouais, je vais essayer de trouver Souvent en bord de route perchée sur les pics de clôture, on dit qu'elle chasse à la fois. Elle a un but de soulier. Celle Elle qui est nous tellement rejoint petite vient que tout je droit suis du obligé de la porter. Mexique. Voici la buse de Et puis, Aris. elle m'a dit que je pouvais mettre des fleurs le long des poteaux à mon grand-père. Merci pour la Mais je ne me rappelle plus, c'est quoi qu'elle m'a dit comme... Alors comme tous les oiseaux de proie, elle est immédiatement reconnaissable grâce à son bec crochu. Ses griffes sont recoupées, acérées, sous de doigts, on appelle cela des cerfs. qu'elle m'a dit, c'est quoi, un nom comme ça. Et bien sûr, ces rapaces sont une très bonne vue, capables pour la plupart d'entre eux de repérer leur proie à plusieurs centaines de mètres. Là pour l'instant je suis avec un perruche. La buse de Harris est un rapace extrêmement sociable, ce qui en fait d'ailleurs un oiseau qui est très apprécié en fauconnerie, d'où son introduction hors de son habitat naturel. Comme elle a la particularité de chasser en bande, elle est pour cela aisément utilisable dans des opérations telles que l'effarouchement. En effet, ces buses vont se remettre à 5 ou 6 individus. Les mâles qui sont plus petits vont s'amuser à débusquer les proies. Les femelles, quant à elles, plus imposantes et surtout mieux armées, vont pouvoir attaquer pour tuer cette même proie. On dit d'ailleurs de ces buses que ce sont des chasseurs de bas vol, en opposition à la chasse de haut vol. Alors pourquoi des chasseurs de bas vol ? Eh bien tout simplement, il faut savoir que la majorité des proies vont être capturées au sol. Ces buses vont donc chasser toujours en priorité les petits mammifères plongeurs. Mais il faut savoir quand même que la proie de prédilection de ce rapace, eh bien ça reste le lapin. D'ailleurs ici c'est un mâle que nous vous présentons. Chez les rapaces chasseurs, les mâles sont toujours d'un tiers plus petits que les femelles. On les appellera pour cela des tiercelets. Les femelles quant à elles plus imposantes et surtout mieux armées. Eh bien les femelles on les appellera les formes, elles représentent la forme de référence de l'espèce. Vous savez comme cette buse de Harris, elle est haute sur pattes. Dans son milieu naturel, elle a tendance à se percher et à nicher sur les cactus des déserts mexicains. Alors c'est vrai que la buse variable, celle que l'on va trouver en France, elle est quand même beaucoup plus trapue que celle-ci. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on l'appelle la buse variable, celle que l'on trouve par chez nous? Eh bien tout simplement parce que l'on trouve des buses variables de différentes couleurs. On peut en trouver des très claires, voire blanches, un coffre très foncé, sous ce nom, buse variable. Opio il s'appelle. Ah bah, il s'appelle. Observez aussi cette buse de Harris, elle possède une très longue queue que l'on appelle un balai en fauconnerie. Hop. Un véritable gouvernail, essentiel bien sûr pour se diriger, mais aussi pour poursuivre ses proies. D'ailleurs, plus ce balai sera long et bien sûr plus il pourra être efficace pour effectuer de brusques changements de direction, parfois à très grande vitesse. Alors on a dit que c'était une buse mexicaine. Hein. On n'est pas au Mexique, mais je crois qu'on a trouvé un joli cactus dans l'assemblée. Regardez comme elle est à l'aise du haut de ses grandes pattes.
l'autre jour, il... Tous les oiseaux que nous vous présentons sont bien sûr des oiseaux qui sont nés en captivité. En aucun cas on les prélève dans la nature. Je vous rappelle que c'est complètement interdit. Ils naissent et se reproduisent dans les parcs zoologiques, en volerie. Et ensuite, ce sont des échanges que l'on fait de parc à parc pour éviter les problèmes de consanguinité. Vous pouvez constater fixés aux pattes de nos oiseaux des petites lanières de cuir qui ne les gênent en rien. On appelle d'ailleurs cela des jets en fauconnerie. Eh bien, ces lanières de cuir vont servir aux fauconniers. Je vous rappelle que la fauconnerie, c'est le fait de chercher avec un oiseau de proie. Eh bien, ça va permettre aux fauconniers de jeter l'oiseau littéralement sur sa proie. Nous ici, eh bien, ça nous permet de contrôler l'oiseau au vent, de le maintenir sur son emplacement. Et je vous rappelle que la fauconnerie, eh bien, existe depuis plus de 4000 ans. Technique ancestrale. Eh bien, je pense qu'on peut féliciter la puce de Harry, c'est une mexicaine qui a fait. Mexicaine, en plus. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas français. Moi, je suis français. On va quitter un instant les rapaces diurnes. On va entrer cette fois-ci dans le monde de la nuit avec un petit rapace nocturne que vous connaissez certainement. Peut-être l'avez-vous déjà hébergé chez vous, dans votre grange ou dans votre grenier. Il s'agit d'une chouette. Alors, est-ce que vous en connaissez des chouettes? Oui? Il y en a un autre Eh bien, des celle chouettes. qui nous rejoint, il s'agit de la chouette effraie. Ça fait bien les chouettes, toi. Avec un poids voisinant les 300 grammes, cette petite chouette qui est très commune dans nos On voit pas campagnes. beaucoup ici. Hein? On la reconnaît facilement à ce masque facial blanc en forme de cœur, encadrant ses jolis yeux noirs. On l'appelle également la chouette des clochers. Son régime alimentaire est constitué de petits mammifères rongeurs, les vélos, les campagnols, mais aussi les musaraignes font partie de son régime alimentaire. Contrairement aux idées reçues, je vous rappelle que les rapaces nocturnes n'ont aucun problème avec la lumière du jour, puisque les rapaces nocturnes chassent surtout grâce à l'ouïe très fine. D'ailleurs, ce masque facial va agir comme une véritable parabole pour capter tous les sons et les renvoie directement dans les fentes auditives. Alors appelée également Dame Blanche, elle fut souvent le point de départ de légendes et de superstitions. En effet, ce vol fantomatique, les mœurs nocturnes, les petits cris stridents que ce rapace émet le soir près des habitations ont pendant très longtemps fait peur aux hommes, qui la persécuta et donna le nom d'effraie à cet oiseau qui est pourtant doux et, je vous le rappelle, complètement inoffensif. C'est juste un grand chasseur de petits rongeurs. Alors les paysans qui par crainte, par superstition, les crucifient vivants sur les portes des granges ne se rendaient sûrement pas compte que ce petit rapace nocturne a un rôle capital dans la régulation des petits mammifères rongeurs. Dites-moi, est-ce que vous connaissez la première cause de mortalité de cette dame blanche aujourd'hui? Oui, c'est la circulation automobile. C'est une effraie sur 3 qui disparaît ainsi. Elles sont malheureusement éblouies par les phares quand elles chassent en bordure de route les petits mammifères rongeurs. Mais malheureusement, eh bien, effectivement, on ne peut pas trop les éviter. Et dites-moi, est-ce que vous connaissez le chant de ce petit rapace nocturne? On dit de la chouette effraie qu'elle chointe. Le chointement de la chouette effraie, à ne pas confondre avec le ululement de la chouette hulotte. La chouette hulotte est une chouette qui est très commune dans nos campagnes. Une petite boule, rousse ou brune, avec un long ululement audible à plusieurs centaines de mètres.
Une autre chouette est très présente dans notre pays, vous la connaissez certainement, celle qui est toute petite. La chouette chevêche. La chouette chevêche qui va se nourrir uniquement d'insectes. Alors vous avez vu la chouette effraie, celle-ci elle est un petit peu rousse, un petit peu tachetée au niveau du poitrail. Je vous rappelle que la Tito Alba, donc la dame blanche, est vraiment toute blanche. Et on peut en trouver effectivement qui changent un petit peu de couleur en fonction de là où on les trouve géographiquement. Eh bien, on peut féliciter la belle Malou, la chouette effraie, la chouette de clocher. On va regarder dans le monde des rapaces nocturnes. Alors dites-moi les enfants, est-ce que vous connaissez la différence entre la chouette et le hibou? Oui. Le hibou, c'est ça? Qui connaît la différence entre la chouette et le hibou? La chanson, répète. Regarde, ça va être la cloche. Il faut parler bien fort. Oui, j'ai entendu le terme. Ah non. Allez, regardez, celui qui va nous rejoindre, c'est un hibou. C'est le plus petit des grands-ducs. On l'appelle le hibou grand-duc d'Afrique. Alors, c'est sa première à notre ami Totoro. Il a fait un spectacle ce matin. Là, c'est sa deuxième représentation en dehors de son site de vol à Chauvigny. Et on est fiers d'ailleurs que ce soit sa première ici, à Poncé. Le voici parmi nous, le hibou grand-duc d'Afrique. Alors le hibou il a quelque chose sur la tête que la chouette n'a pas. Alors même si ça ressemble à des oreilles, ce ne sont pas des oreilles, ce sont des aigrettes. Ouais, c'est pas des oreilles. Je l'ai entendu, hein, les aigrettes, effectivement, ce sont des petites touffes de plumes qui se dressent ou qui se plaquent selon l'humeur de l'oiseau. Je vous rappelle que la chouette, qui n'est pas la femelle du hibou, ce sont bien là deux espèces complètement différentes, eh bien, la chouette n'a rien du tout sur la tête. C'est ça la différence entre les deux. Il y a un garde derrière. Il y a pas une fois qu'il y en a un qui s'était... Bon, normalement, il a une voiture. Donc, ces aigrettes sur la tête qui peuvent mesurer jusqu'à 8 cm en moyenne. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à confondre les aigrettes avec les oreilles. Mais où sont les oreilles? Eh bien, les oreilles sont cachées sous le plumage, sur le côté du masque facial, on ne les voit pas. Mais chez la plupart des rapaces nocturnes, eh bien, les oreilles sont asymétriques. Il y a bien une oreille plus haute que l'autre. Alors le masque facial fait office de parabole, les oreilles étant asymétriques, eh bien cela leur permet de capter les sons venant de partout. Alors je vous rappelle qu'effectivement les chouettes et les hiboux ont un vol complètement silencieux. Lorsqu'ils passent au-dessus de vous, vous n'entendez aucun bruit. Le vol silencieux, ça c'est une arme redoutable pour aller chasser. Doté d'une vue exceptionnelle, d'une ouïe très fine, la vol silencieux, vous avez affaire ici à de très bons prédateurs. Le vol silencieux, c'est grâce à leur plumage, constitué d'un épais duvet. Le bout des ailes, juste ici, comporte une sorte de frange comme un peigne. Eh bien, c'est ça qui, au cours du vol, va amortir le bruit et c'est ce qui garantit un effet de surprise totale sur leur proie.
Alors on a souvent tendance à confondre ce hibou grand-duc d'Afrique avec le moyen-duc. Le moyen-duc qu'on a la chance de croiser dans notre pays. Le moyen-duc est un petit peu plus petit que celui-ci, mais il a la même couleur des yeux, hein, ce joli orangé. Alors je vous rappelle qu'il existe des petits ducs, des moyens ducs et des grands ducs. Il existe de très gros chouettes, notamment la chouette Lapote par exemple. Donc ce n'est pas une différence de taille entre la chouette et le hibou, mais ce sont bien les aigrettes. D'ailleurs les Anglais, hein, je crois, ne font pas la différence entre la chouette et le hibou. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir féliciter Totoro pour sa première journée de poussée. Moi j'aime bien, moi c'est là que je vois. On va rester encore un petit peu dans le monde des rapaces nocturnes pour accueillir cette fois-ci le troisième plus grand rapace nocturne au monde. Alors quand on dit troisième plus grand rapace nocturne au monde, on passe à 1,60 m d'envergure pour un poids qui avoisine les 2,5 kg. Alors je sais que les personnes qui étaient là ce matin, eh bien, ont très envie de le voir voler cet après-midi. Vous l'avez d'ailleurs tous bien en visu. Il s'agit du hibou grand-duc de Véro. Un coup, je fais. Alors je demande aux enfants de s'asseoir s'il vous plaît sur le passage du hibou. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le voici parmi nous, donc le hibou grand-duc de Véro. Ah bah, tu le lances ou tu le lances pas? Ah non, mais c'est lui. Il entend du bon côté. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, il a une particularité anatomique, c'est le fait d'avoir les paupières roses. À quoi est-ce que ça peut servir d'avoir des paupières roses? C'est une gonzesse. Eh bien ça sert à duper le prédateur. En effet, lorsqu'il dort et qu'il a les yeux fermés, ça donne l'impression qu'il a les yeux ouverts. Et de ce fait, personne ne vient l'embêter pendant ses moments de repos. Est-ce que vous avez vu les yeux énormes de ce hibou? Eh bien, si nous avions des yeux aussi gros que les leurs, nous aurions quelque chose comme des oranges à la place des yeux. D'ailleurs, je vous rappelle que les yeux sont fixes dans les orbites. Ils ne peuvent pas bouger les yeux de droite à gauche comme nous. Eh bien, pour compenser cela, c'est la tête qui pivote à 270 degrés, 3 quarts de tour. L'autre, il suit le train pour... Bah oui, tout. Attention, il va se renvoler, t'as vu? Il va se renvoler, il va se renvoler. Il est là-bas. Il y a trop de monde. Il faut manger, Diego. Il mange pas. Il n'a pas faim. On peut voir sur le côté de son bec ce que l'on appelle les vibrisses, hein, ce sont ces petites moustaches qui vont lui servir à sentir tactilement la nourriture. Il faut savoir que son régime alimentaire est extrêmement varié. Pour ce hibou grand-duc de Véro, il est capable de chasser tout type de proie. Ça va du petit mammifère rongeur en passant par le lapin, le lièvre, criant de hérisson, de chauve-souris. C'est Oui, il va manger un petit peu tout ce qu'il trouve. Alors, pas grave, c'est madame. le plus grand des
rapace nocturne au monde, puisque je vous rappelle qu'en France, on a la chance de croiser son cousin, le hibou grand-duc d'Europe. Le hibou grand-duc d'Europe, on a encore la chance de croiser dans nos falaises, dans nos montagnes, avec ses 1,80 m d'envergure et ses 3 kg. Vous avez un cul, moi. Je vais arrêter de me déconcentrer. Eh bien, je pense qu'on peut féliciter notre ami Thiago. On va donc quitter définitivement le monde des rapaces nocturnes pour accueillir cette fois-ci un véritable charognard. Alors quand on dit charognard, vous pensez à quelle rapace en particulier? Le vautour, exactement. D'ailleurs, on regroupe sous l'appellation des vautours l'ensemble des oiseaux rapaces qui ont bien sûr un régime alimentaire essentiellement nécrophage. Ils se nourrissent que de carcasses, que de charognes. Normalement, vous n'avez rien à craindre, vous êtes un petit peu trop vivant. Normalement. Oh merde. Alors celui qui va s'élancer pour nous rejoindre... Il y en a un moitié pourri là-bas au bout là. On l'appelle le vautour à capuchon parce qu'il a une jolie capuche de duvet sur la tête. Ouais, capuchon, regarde. Une capuche de duvet qui change de couleur en fonction de l'âge de Je change pas de l'oiseau. couleur, moi. Lorsqu'il est jeune, Si, il va allô. passer pour Elle a dit devenir à l'âge. pêche à l'âge adulte. D'ailleurs, le voici qui nous rejoint, Et de loin, tu le dois vautour. C'est un peu perdu dans le... Il n'a pas vu. Alors je vous rappelle que c'est un petit vautour, son bec est trop faible pour pouvoir déchirer les cuirs épais des carcasses. Ce petit vautour passera toujours en dernier lors de la curée. Il n'aura pas le choix d'ailleurs, il devra rajouter à son régime alimentaire de gros insectes, mais aussi des détritus qu'il pourra récupérer aux abords des villes. Elle va s'arrêter où? Regarde donc, il sait même pas moi. Ah, il regarde s'il n'y a pas de charogne. Eh, regarde s'il n'y a pas à manger là-dedans. Alors notre ami Scarface a envie de nous faire une petite démonstration de marche au sol, c'est sa spécialité effectivement. Tout simplement pour vous rappeler que les vautours n'ont pas de force dans leurs pattes. Leurs pattes sont plates et sans préhension, incapables d'attraper, encore moins de mettre à mort des animaux. T'es sûr qu'il va aller là? Ah oui, quand même. Donne-moi-le, ça vient chez moi. Alors est-ce que vous avez vu que sa face est bien rose? Ça c'est signe de bonne humeur, c'est signe que tout va bien. En effet, lorsque ce petit vautour s'énerve, à votre avis, il devient de quelle couleur? Tout rouge, et quand il a peur, tout blanc, voire même tout bleu. Il a trouvé l'atterrissage. Les vautours ont bien sûr une place fondamentale au sein de la chaîne alimentaire. En effet, en éliminant les carcasses d'animaux de moyenne et grande taille, ils vont ainsi éviter la transmission et la propagation de maladies épidémiques. Leur rôle écologique n'est donc plus à démontrer. D'ailleurs, tout ceci leur a valu un surnom, celui de fossoyeur des airs. Il a pas arrivé là. Fossoyeur des airs ou bien éboueur de la nature. Alors je disais en France, on n'a que du gros vautour, le vautour fauve, le vautour moine, avec leurs 2,80 m d'envergure, leurs 10 kg. Tous les vautours, que ce soit les petits comme les gros, ils ont tous la même caractéristique anatomique. Est-ce que vous avez vu cette tête et ce cou qui sont dépourvus de plumes? Je vous rappelle que les vautours n'hésitent pas à entrer la tête à l'intérieur du carcasse.
carcasse pour se nourrir. Voilà, je crois que c'est la fainéantise hein, quand même. Alors ils vont rentrer la tête à l'intérieur des carcasses pour se nourrir et comme c'est un endroit qui est difficile à nettoyer pour eux, eh bien le fait de ne pas posséder de pub sur cette partie du corps évite tout simplement de fixer les microbes. C'est bien, j'ai mon fan club. Ah oui, bouge pas. T'as vu la tête qu'elle a? T'as vu la tête Il va servir à déchirer le cuir épais des carcasses. En revanche, je vous rappelle que On dirait un bec de canard. leur pâte est en plate et sans préhension. Ce sont des charognards. On ne répétera jamais assez leur rôle qui est fondamental dans la nature. Alors maintenant, c'est pas un gamin qui l'a fait, c'est moins 5 gamins qui l'a fait. Elle s'en aperçut. Il va atterrir. Hein, oui. Alors les grands vautours, hein, ce sont de très grands voiliers. Le vautour fauve a failli disparaître de notre pays dans les années 70. Des programmes ont été mis en place pour permettre à cet oiseau d'être réintroduit. Et c'est grâce effectivement aux oiseaux nés en captivité qu'on a pu réintroduire le vautour fauve. Ça a été un franc succès. Et aujourd'hui, hein, toujours des programmes sont mis en place par les parcs zoologiques pour effectivement pouvoir relâcher à l'état sauvage ceux qui sont malheureusement en train de disparaître. Là, il veut dire au revoir à tout le monde, donc c'est ça qu'il est pas pressé. Voilà, comme à son habitude, faites un petit passage à notre ami Scarface, il va pouvoir rejoindre David à pied. Regardez, il est très à l'aise avec ce petit retour. Super tranquille. C'est pas méchant ça. Je vais l'adopter un. Combien qu'il m'emmerde?